Bonjour, 15 octobre. 15 octobre et vous êtes en live pendant le Bras Day. Alors le Bras Day, qu'est-ce que c'est? Bras, ça veut dire soutien-gorge. Alors pourquoi est-ce que des chirurgiens spécialisés en reconstruction du sein arborent le Bras Day? Parce qu'en fait, bras, ça vient de breast, sein, awareness, sensibilisation, évidemment, day. Sur le Bras Day, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, c'est un jour pendant Octobre Rose qui est consacré à sensibiliser les femmes, les hommes, les médecins, les soignants à la reconstruction mammaire. Pendant ce mois qui est Octobre Rose dédié à l'attention autour du cancer du sein, on a décliné une journée, une seule sur 30, sur laquelle on se concentre sur la reconstruction mammaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pense, nous, c'est un collectif de chirurgiens, du public, du privé, à l'initiative d'Isabelle Sarfati, mon associée, et moi-même à l'Institut du Sein Paris, qui nous sommes réunis pour dire, voilà, la reconstruction mammaire en France, elle pourrait être mieux, elle pourrait être plus souvent faite, elle pourrait être mieux faite, et surtout, on pourrait donner plus d'informations durant ce mois d'Octobre Rose. Et ben voilà, le Bras Day, c'est la journée où on va donner les informations sur la reconstruction. Et pour ce faire, par exemple, au rang des actions menées, aujourd'hui, pendant 4 heures, il y a un live où une douzaine de chirurgiens du secteur public, du secteur privé, seront disponibles pour répondre à vos questions en direct. Bienvenue au premier Bras Day. Deuxième, en fait. Deuxième. Alors, à l'initiative de ce projet, qui encore une fois était un projet non français qu'on a importé en France, mon associée Isabelle Sarfati et moi, et Isabelle va vous expliquer pourquoi on a démarré ce Bras Day en association avec des spécialistes de la reconstruction du sein qui sont dans le secteur public, dans le secteur privé, et je les citerai tout à l'heure, mais je vois apparaître là le docteur Benjamin Sarfati qui nous rejoint pour cette session. Isabelle, Benjamin, expliquez-nous ce qu'on va faire aujourd'hui. L'information est quelque chose qui contribue beaucoup aux inégalités d'accès aux soins, c'est-à-dire avoir accès à une information personnalisée pour chacune permet de pouvoir décider de si on va vouloir ou pas faire une reconstruction. Donc, le Bras Day, c'est pour promouvoir l'information. On a créé à ce sujet, tous les participants du comité Bras Day vont faire des consultations au tarif sécurité sociale pendant tout le mois d'octobre afin de pouvoir diffuser cette information et afin que chacune puisse décider dans son propre cas, en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant quelles sont les techniques qui sont possibles pour elle, en ayant discuté sur ses désirs et les possibilités techniques, et chacune va pouvoir décider si elle veut reconstruire ou elle ne veut pas reconstruire, et va pouvoir réfléchir à la technique de reconstruction qui lui convient le mieux. Benjamin Sarfati. Benjamin, dis-nous combien il y a de mastectomies en France, combien de femmes se font reconstruire, et donc combien qui ont une ablation du sein, une mastectomie, ne sont pas reconstruites? Alors malheureusement, déjà, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir de participer à ce premier Bras Day pour moi. C'est l'idée est vraiment super. Et vraiment, le fait de pouvoir, comme ça, sur 4 heures, voir des intervenants différents et de pouvoir permettre comme ça à plusieurs sensibilités de s'exprimer et pas d'avoir la vision que d'une équipe, c'est comme ça, en fait, que la vraie vie se passe, que souvent les patients vont demander plusieurs avis, parfois elles sont un peu perdues. Il faut savoir qu'au final, toutes les équipes travaillent avec les techniques qu'elles maîtrisent. Et quand on vous propose une technique et qu'un autre chirurgien vous propose une autre technique, il n'y a pas forcément d'erreur. C'est juste que dans ses mains à lui, c'est ce qui fonctionne. Donc, aujourd'hui, effectivement, malheureusement, on a trop peu de patientes qui se font reconstruire. On a environ 70% des patientes qui ne se font pas reconstruire après une ablation du sein. Les raisons, elles sont multiples. La première, qui est la plus simple, c'est que parfois, les patients ne veulent pas se faire reconstruire.
C'est pas la plus fréquente, malheureusement, mais parfois les patients ne veulent pas se faire reconstruire. Se faire reconstruire, c'est pas une obligation. La patiente a tout à fait le choix de soit prendre son temps, soit de jamais le faire, sans pour autant perdre sa féminité. Donc c'est pas une injonction la reconstruction, c'est une proposition, et c'est à la patiente de choisir si elle souhaite ou pas rentrer dans ce process. Ce qu'il y a aussi, malheureusement, c'est parfois le manque d'offres de soins. C'est-à-dire qu'il y a certaines régions où les chirurgiens reconstructeurs sont pas assez présents, parfois même il n'y en a pas du tout, et les patients doivent souvent faire plusieurs dizaines, centaines de kilomètres pour trouver un chirurgien compétent pour bénéficier d'une ou d'une autre technique. Et ça, malheureusement, c'est encore trop fréquent en France. On a aussi bien sûr l'hôpital public qui a un niveau qui est excellent en termes de reconstruction, mais qui parfois malheureusement a des délais de prise en charge qui sont un peu longs, plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Et c'est aussi parfois une des raisons pour lesquelles les patients abandonnent. Une des dernières raisons qui est rarissime, c'est parfois la maladie en elle-même qui ne permet pas de faire une reconstruction. Parfois, on a besoin de faire une surveillance très rapprochée, de mettre d'autres traitements, et la reconstruction doit être différée. Mais ça reste encore une exception aujourd'hui. Alors là, docteur Sarfati, Benjamin, vous avez remarqué, il y a 2 Sarfati sur le même écran. En fait, ils sont ni frères, ni sœurs, ni cousins, ni rien du tout. Mais on a réussi à trouver 2 Sarfati spécialistes de la reconstruction mammaire et les mettre à la même session. Incroyable. Là, Benjamin a évoqué quelque chose qui est la reconstruction immédiate. En fait, ce qu'il faut savoir en France, c'est que la reconstruction, en même temps que l'ablation du sein, le taux national, c'est 17%. C'est-à-dire que sur 100 femmes qui ont une ablation du sein en France, 17 ont une reconstruction en même temps. Et puis on verra plus tard, à l'occasion de ces rêves, qu'il y en a 13 ou 15 qui auront une reconstruction dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on dit que 30% des femmes en France se font reconstruire, la moitié de ces reconstructions sont en même temps. Premier élément, en fait, ce taux est faible. Ce taux est faible et si on le compare au taux anglais, par exemple, qui est à 25 ou 28%, ou au taux des équipes hyper performantes, qui sont les équipes qui vont être devant vous pendant les 4 heures qui viennent, où ce taux est de 50, 60 ou 70%, la question c'est pourquoi il y a une telle différence? On va y répondre, on attend vos questions, mais c'est un problème de temps et c'est un problème de moyens humains. Pourquoi le temps? Parce qu'en fait, reconstruire un sein, ça prend plus de temps que faire une ablation. Et dans des équipes surchargées à très gros débit de cancer, faire une reconstruction immédiate, quand on fait une reconstruction en même temps, c'est le temps de 3 traitements du cancer du sein. La deuxième question, c'est, puisque finalement 17% des femmes, on va dire 15% des femmes ont une reconstruction en même temps et 15% des femmes ont une reconstruction plus tard, ça veut dire que 70% des femmes n'ont pas de reconstruction du tout. Et là encore, il y a des raisons qui sont liées à la patiente. Benjamin a dit c'est l'option de la patiente et c'est elle qui décide, mais certaines patientes, en particulier dans les enquêtes qui ont été faites, disent ah mais moi on n'en a pas beaucoup parlé, voire on n'en a pas parlé du tout. Alors Isabelle, est-ce qu'il y a des questions qui te sont venues dans ta consultation à propos de pourquoi on m'a pas fait de reconstruction en même temps ou pourquoi est-ce que on m'a proposé une reconstruction dans un deuxième temps? Tu dois entendre ça toute la journée. Alors, j'entends plusieurs choses. D'abord, j'entends des patientes qui se plaignent qu'on ne leur a pas proposé de reconstruction. Certaines même sans chimiothérapie ni radiothérapie derrière, donc dans des conditions idéales, je pense, pour faire une reconstruction immédiate, on ne leur a pas proposé. Est-ce que c'est l'équipe qui n'était pas constituée pour faire une reconstruction ou pas? C'est une chose. La deuxième chose, c'est quand on apprend qu'on a un cancer du sein, et ça je vais te repasser la parole Krishna parce que tu es cancérologue, je crois que quand on apprend qu'on a un cancer du sein, d'une minute à l'autre, on bascule dans un monde où on est soumis à une avalanche d'informations et qu'on n'est peut-être pas totalement capable en une consultation d'absorber à la fois les informations sur le traitement du cancer et la reconstruction. Et la troisième chose, j'ai l'impression, mais tu pourras me étayer mon raisonnement, c'est que les femmes semblent penser que le cancer du sein, quand il est annoncé, est une urgence, c'est-à-dire qu'il est une urgence, une question de jours pour le traitement. Et je pense
qu'elles n'ont pas forcément le temps de se poser, de réfléchir, de prendre éventuellement un deuxième avis, et elles ne semblent pas croire qu'elles peuvent choisir l'équipe qui va les opérer et comment et pourquoi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a effectivement deux notions qui traînent et qui diminuent ce taux de reconstruction immédiate. On parle des reconstructions en même temps que l'ablation du sein. La première, c'est l'idée que la reconstruction, finalement, ça peut changer le taux de guérison. Alors ça, c'est formellement démontré. On fait des reconstructions depuis les années 1960-70 et la reconstruction, qu'elle soit immédiate ou dans un deuxième temps, ne change pas le taux de guérison. Si vous avez un cancer du sein qui justifie une mastectomie, que vous fassiez une reconstruction ou pas, votre taux de guérison est le même. Donc ça, c'est formel. La deuxième notion, c'est ce que tu évoquais, c'est de dire vite, 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 vite le cancer, on m'a dit qu'il fallait m'enlever le sein, je me fais enlever le sein vite, vite et on verra plus tard. En fait, à part quelques cancers avec une biologie particulière, proliférante, qu'on appelle des cancers à prolifération rapide et que certains traduisent par des cancers plus agressifs, à part ces cancers proliférants, il n'y a jamais une urgence à vous faire une mastectomie dans le mois qui suit. Alors Isabelle a rappelé que je suis cancérologue, je suis le vice-président de la Société française de cénologie, j'ai dirigé l'équipe de chirurgie de l'Institut Curie, donc on dit toujours à nos patientes, si vous n'êtes pas atteinte d'un cancer du sein très proliférant, et ça on le sait dès la biopsie, vous avez un mois pour décider de votre équipe, d'où vous vous faites traiter, tout près de chez vous ou un peu plus loin. Le cancer du sein, c'est une urgence psychique. Il faut voir les gens très vite pour leur dire ce qu'ils ont, comment on va les guérir, et quel est le protocole de soins. Mais ce n'est pas une urgence chirurgicale, à part ces cancers particuliers, proliférants, que d'ailleurs on traite le plus souvent par une chimiothérapie préopératoire. Vous ne devez pas vous faire enlever le sein la semaine qui suit. Si on vous dit vite, vite, il faut vous enlever le sein la semaine suivante, la première chose qu'il faut dire, c'est attendez, je vais réfléchir. Alors je vois arriver, on parlait de l'association des spécialistes de la reconstruction du secteur public et du secteur privé, au rang des grands spécialistes du secteur public, le professeur Michael Atlan, qui est chef de service à l'hôpital Tenon, qui vient de sortir du bloc opératoire et qui nous rejoint avec un léger retard dû au temps de suture. Parce que c'est une reconstruction, il faut coudre à la fin pour que tout soit parfait. Bienvenue, Michael. Merci à tous, merci. Je suis très content de vous retrouver et de pouvoir répondre aux questions des patientes et d'animer ça avec vous. Ça va être un plaisir. Donc je vous donne le format. On a 4 équipes qui vont se succéder pendant les 4 heures, parce que moi j'ai dit 4 heures de live, je ne peux pas le faire. Donc 4 équipes pendant les 4 heures. Donc vous avez les acteurs de la première équipe, et puis ensuite il y aura une deuxième équipe à 17 heures qui sera modérée par le professeur Laurent Lantieri, une troisième équipe qui sera modérée par Michael Atlan qui revient pour la deuxième mi-temps, et une dernière équipe qui sera modérée par le docteur Coutureau, qui est le président de la Société française de chirurgie plastique. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces 16 chirurgiennes et chirurgiens qui sont à votre disposition, ils viennent du secteur public, secteur privé, ils sont cancérologues de formation ou plasticiens de formation, et en fait ils couvrent tout l'étendard de la chirurgie du cancer du sein, de l'ablation du sein, au traitement conservateur et à la reconstruction. Mais là, ces 4 heures, c'est consacré à la reconstruction du sein. Benjamin, Dis-moi. tes patientes, quand elles viennent te voir, en mettant pour une reconstruction différée, on reparlera de la reconstruction immédiate dans un moment, est-ce qu'elles ont une idée en tête? Est-ce qu'elles disent « je veux ça » ou est-ce qu'elles te disent « je ne sais rien, apprenez-moi et décidez pour moi ou aidez-moi à décider » Alors, il faut dire que c'est très variable. Et effectivement, j'ai des patientes qui arrivent, qui me disent, voilà, c'est vous le spécialiste, j'ai fait exprès de ne pas me renseigner, je vous fais entièrement confiance, et c'est vous qui allez décider quelle est la meilleure technique pour moi par rapport à mon anatomie et par rapport au stade jusqu'où je suis prête à aller. Est-ce que je suis prête à avoir de nouvelles escadrilles sur le corps? Est-ce que je suis prête à avoir un implant? Donc, il y a des patients comme ça qui arrivent sans aucune idée et qui vaut une confiance totale dans le corps médical. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les données qui sont disponibles maintenant sur Internet, les vidéos YouTube, les témoignages de patientes,
on a souvent des patients qui sont extrêmement bien informés, parfois même trop informés, et au final, l'effet un peu pervers que ça, c'est que les patients viennent avec une idée en tête très précise, en disant voilà, j'ai vu tout ce qui existait. Pour moi, ce que je veux, c'est cette technique-là. C'est pas forcément aussi la bonne solution parce que parfois, ça crée des déceptions parce que en fonction de l'anatomie de la patiente, la technique qu'elle souhaite n'est pas possible. Donc, c'est très important, effectivement, d'avoir plein d'informations avant, ça permet de mieux appréhender la consultation. Mais le conseil que je donnerais, c'est surtout de ne pas arriver avec une idée en tête très précise parce que on peut faire un virage à 180 degrés juste en examinant la patiente. Pareil, il faut faire aussi attention parfois au témoignage des patientes. Parce que souvent, on voit sur Internet des patientes qui sont mécontentes. Donc, on a parfois des patientes qui disent, voilà, j'ai eu un grand dorsal, c'est catastrophique, j'ai mal au dos, je peux plus faire les activités que je veux, etc. Mais ça, c'est vrai pour certaines patientes, et c'est vrai surtout pour l'ancienne façon de faire le grand dorsal. Mais il y a des nouvelles techniques aujourd'hui qui permettent de prélever de façon partielle le muscle grand dorsal et d'avoir des séquelles qui sont bien moins importantes. Donc, le vécu d'une patiente pour un témoignage sur Internet n'est pas forcément la réalité pour la majorité des patientes. Même si on sait que pour chaque technique, il peut y avoir des risques de complications. Donc ça, c'est important aussi de ne pas trop se fier à 100% au témoignage ou au vécu d'une personne et plutôt prendre l'avis de l'expérience du chirurgien qui, dans ses mains, va vous proposer une technique que lui maîtrise avec le minimum de séquelles et le meilleur résultat esthétique. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en reconstruction différée, hein. Je rappelle que la reconstruction immédiate, c'est on enlève le sein et en même temps on le reconstruit. Et la reconstruction différée, c'est que vous avez une mastectomie, radiothérapie, chimiothérapie ou pas, et ensuite on va vous reconstruire le sein. Donc on va parler pendant ces 4 heures de la reconstruction immédiate et de la reconstruction différée. Dans le cas de la reconstruction différée, il y a quelque chose qui, moi, me paraît fondamental après quelques décennies d'expérience. Je dis toujours à mes patients, prenez un deuxième avis. Ne sortez pas de chez moi, à l'Institut du Saint-Paris, en disant c'est bon, je suis sûr, c'est lui ou c'est elle. Non, réfléchissez, prenez un deuxième avis. La reconstruction différée, c'est vraiment le moment où vous avez le temps de choisir. Et Michael, je voudrais ton impression sur cette idée qu'une patiente dit c'est bon, je sais ce que je veux, je vais me faire opérer par vous, et que tu sens un peu finalement hésitante ou instable, bien qu'elle te dise je sais, moi systématiquement je dis prenez un deuxième avis et je donne des noms. Je dis allez pas prendre un deuxième avis sur quelqu'un qui en fait 2 par an. Les spécialistes de la reconstruction du sein sont un tel, une telle, un tel, une telle. Moi, je pense que c'est essentiel de stimuler un deuxième avis, peut-être un troisième, mais pas au-delà. Un deuxième avis, c'est une façon aussi de se rassurer, parce que souvent, les spécialistes qu'on est, on a à peu près les mêmes propositions thérapeutiques. Et même si on n'a pas les mêmes, on a chacun nos petits dadas. Et après, il y a aussi une question de feeling avec le chirurgien qui est extrêmement importante. Euh, D'autre part, même si j'ai l'habitude de dire qu'aucune reconstruction ne coupe les ponts aux autres, c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer par un DIEP, terminer par un lipofilling, parfois un DIEP est insuffisant, on est obligé de mettre une prothèse. C'est des chemins très individuels. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon contact avec son chirurgien et accepter aussi qu'on puisse changer d'avis pour le meilleur de la patiente. Puis il y a des patients pour qui il faut savoir ce qui est important pour les patients. Est-ce que ce qui est important, c'est d'être reconstruite plutôt le mieux possible, mais surtout dans un minimum de temps, ou est-ce que c'est mieux d'avoir le meilleur résultat, quitte à avoir plus de temps opératoire? Parfois, c'est pas obligé, hein, mais je pense qu'effectivement, faire appel à d'autres spécialistes de la reconstruction permet aussi de rendre le choix plus serein et aussi de s'éveiller à d'autres solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. J'aimerais bien rajouter quelque chose, et souvent on entend, puisque c'est le sein, on entend, oui, mais ma cousine, ma sœur, mon ami s'est fait opérer d'augmentation mammaire, et ça c'était tout de suite très beau. Non, il y a vraiment aussi un problème de contexte, d'éducation. On n'est pas du tout dans un système où on peut comparer avec une chirurgie esthétique qui pourrait s'apparenter. Les donneuses de conseils ou celles qui pourraient
euh, peut-être vous aider à faire des choix. Elles ont eu un vécu qui est probablement très différent et il y a tellement de situations entre la prophylaxie, les mastectomies avec conservation des tissus cutanés ou avec une chimiothérapie de rattrapage, on peut plus faire de radiothérapie, donc on fait une mastectomie. Tout est très différent. Il y a pas une patiente qui se ressemble, à mon sens. Et puis toutes les patientes n'ont pas le même corps. Si votre cousine, elle fait 1m60 pour 70 kilos alors que vous faites Tu connais ma 1m65, cousine? c'est la tata Rachel, c'est ça. 1m55 et vous faites 1m75 pour 50 kilos, c'est pas du tout la même solution. Donc je crois que c'est la personnalisation du parcours qui est importante. Et entre nous quatre, on aura à peu près le même discours avec peut-être des tendances qui sont propres à chacun. Et ça se fait, et tout est respectable. Isabelle, tu levais la main pendant ces longs monologues de mâles. 3 mâles, vas-y, à toi. Je pense qu'il y a un plan dans une consultation de reconstruction. La première chose, c'est d'énumérer à la patiente toutes les techniques possibles. C'est pas compliqué. En gros, il y en a 3 et un joker. C'est-à-dire, voilà, madame, vous avez en gros plusieurs possibilités. Première possibilité, on met une prothèse. Deuxième possibilité, on fait un lambeau de grand dorsal. Troisième possibilité, je rappelle que le lambeau de grand dorsal, ça transfère du dos au sein une palette musculo-cutanée qu'on peut ensuite augmenter de volume grâce à une prothèse ou grâce à du filling. Troisième possibilité, on fait un lambeau libre, c'est-à-dire on utilise le plus souvent le ventre, c'est ce qu'on appelle le DIEP, mais il y a aussi d'autres types de lambeaux libres spécifiques. Et on a la technique des fillings. La technique de filling sert à 2 choses. Ça peut être une technique de reconstruction en soi dans quelques cas, pas hyper fréquents, mais ça existe. Et surtout, ça nous aide à améliorer toutes les autres techniques de reconstruction. Donc déjà, elle repart, elle a la liste de toutes les techniques dont elle a entendu parler. La deuxième phase, c'est qu'il faut éliminer certaines techniques. Une patiente d'1m60 et qui pèse 45 kg n'est pas éligible pour un DIEP. Donc on peut lui dire, madame, il y a ces techniques-là, dans votre cas, on va éliminer celle-là. Ou si une patiente a un thorax hyper tendu avec une peau qui est très fine et très cartonnée, ça peut être l'élimination, dans certains cas, d'une reconstruction par prothèse. Donc dire, peut-être que tout le monde ne sera pas de mon avis, mais moi, je pense que dans votre cas, cette technique ou cette technique est à éliminer. La patiente, à ce moment-là, ressort avec une liste de techniques. Ensuite, on détaille plus profondément les avantages et les inconvénients des techniques que nous n'avons pas éliminées pour que la patiente parte avec du matériel pour elle réfléchir, elle faire des recherches éventuellement sur Internet sur cette technique ou cette technique qui est possible sur elle. La deuxième chose, c'est dire qu'une reconstruction mammaire, c'est du sur-mesure. Et une reconstruction mammaire, c'est de la symétrie. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de faire un sein, mais il faut faire un sein qui ressemble à un sein et qui ressemble à l'autre sein. Ça, c'est du sur-mesure et c'est évoqué pour éviter les déceptions d'emblée le fait qu'on fait très souvent un deuxième temps de petites retouches, qui est un temps qui n'est pas très invasif, qui en général est fait en ambulatoire, mais qui permet de passer d'une reconstruction qui est pas mal à une reconstruction qui devient nettement mieux. Et quand quelqu'un ressort d'une première consultation avec une liste de techniques possibles pour elle, avec l'idée qu'il y a un deuxième temps à la reconstruction, et je ne parle pas de l'aréole et du mamelon qui en général est fait sous anesthésie locale après, eh ben, elle est armée pour réfléchir et elle est armée pour prendre, et je crois que c'est fondamental, le deuxième avis. Le deuxième avis va donner un éclairage un tout petit peu différent, ne serait-ce que parce que le chirurgien ou la chirurgienne est différent. Et à ce moment-là, elle va entendre très probablement la même chose, puisque ça va émaner de personnes qui savent faire de la reconstruction dans le meilleur des cas, mais elle va l'entendre avec d'autres mots et sur un esprit qui a eu le temps de réfléchir et de maturer sur dans les techniques possibles, et très souvent elles sont toutes possibles. Dans les techniques possibles, pouvoir savoir
laquelle lui convient le mieux. Si une patiente a une première consultation comme ça, et je réinsiste sur les consultations en visio quand on habite loin d'un centre spécialisé dans les reconstructions, parce qu'en visio, c'est facile d'expliquer toutes les techniques possibles et c'est en général assez simple, le plus souvent, de faire le point sur quelle technique est possible pour cette patiente et donner des indications. La personne ne s'est pas déplacée et en une demi-heure, elle a l'esprit rangé, elle a l'esprit prêt à réfléchir, quitte à réfléchir à ne pas faire, mais au moins, elle détient toute l'information. Alors, à propos des consultations, je voudrais insister sur un point. Au rang des actions qu'on va mener à l'occasion de ce Bradet, il y a donc ce live en questions-réponses, mais on a aussi créé une page Insta à laquelle on vous recommande de vous abonner parce qu'il y aura des informations sur cette page Insta et un site web qui s'appelle bradet.fr. Alors ça c'est à l'envers, mais tout le monde va le remettre à l'endroit. bradet.fr. Ce site web, il est là pour que vous puissiez poser vos questions et que les experts qui participent, donc les 16 chirurgiennes et chirurgiens qui participent à cette action, l'année dernière on était 4, cette année on est 16, l'année prochaine on sera 40 ou 50 j'espère, puissent répondre. Et puis il y a une autre action qu'on a mise au point avec ce collectif, qui est que durant le mois d'octobre, donc les 15 jours qui restent, vous avez accès à une consultation en ligne avec l'une ou l'un des experts au tarif sécurité sociale. Ça veut dire quoi au tarif sécurité sociale? Ça veut dire que vous n'aurez pas ce qu'on appelle des dépassements ou des compléments d'honoraires. Et donc, profitez de ces 15 jours pour aller sur le site bradet.fr, poser vos questions, prendre rendez-vous avec l'une ou l'un des experts qui sont disponibles pour cette consultation. Parce que comme dit Isabelle, en reconstruction, un premier avis en visio quand vous êtes loin d'un centre expert, c'est vraiment facile. C'est accessible. Et bien cette fois-ci, pendant les 15 jours qui viennent, on propose que ce soit disponible pour vous au tarif sécurité sociale. Donc bradet.fr le site et le site, l'Insta Bradet. Alors j'ai un message qui m'arrive. Et il faut. Alors, on me dit des choses. On me dit ce qu'il faut que je dise. À moi, ils me disent ça. On me dit à moi ce qu'il faut que je dise. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Il faut dire aux gens d'aller s'abonner à la page Bradet. Donc, je pensais l'avoir dit, mais je le répète. Il faut s'abonner à la page Bradet. Michael, est-ce que tu peux nous faire là, comme ça, tac, tu as 2 minutes, les techniques de reconstruction du sein possibles? Schématiquement, tu as 2 minutes. Tu parles à des étudiants en médecine en première année et tu as 3 minutes. Donc pour reconstruire un sein, il faut reconstruire à la fois l'enveloppe, la peau et le volume. Ça dépend des situations. Si vous avez encore la peau lors des reconstructions mammaires souvent immédiates, on peut garder la peau. On garde l'étui cutané, c'est-à-dire l'essentiel de la peau du sein et parfois le mamelon, et c'est une très bonne chose parce que le mamelon est jamais aussi bien reconstruit que quand il n'est pas enlevé. Une fois qu'on se dit ça, on a la quantité de peau suffisante, il faut le remplir. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit la prothèse en silicone, qui reste quand même un moyen de reconstruction fiable avec des prothèses de nouvelle génération. Soit on décide d'amener le tissu d'ailleurs. Alors le tissu d'ailleurs, ça peut être du ventre. On prend, c'est ce qu'on appelle le DIEP, c'est ce qu'on appelle le lambeau libre. On prend une pièce de peau et de graisse sous le nombril qui correspond au bourrelet du ventre, qu'on va aller inciser comme dans une abdominoplastie esthétique, avec une artère et une veine, et qu'on va replanter, rebrancher, réanastomoser, comme on le dit en médecine, une artère et une veine pour faire vivre ce tissu à l'intérieur de cette poche de peau qui va devenir votre sein. Ensuite, on peut utiliser parfois l'injection de graisse, mais c'est rarement aussi immédiat qu'on le souhaiterait. Mais en tout cas, il y a la possibilité d'injecter la graisse, soit dans un lambeau vivant, soit autour d'une prothèse après 3 ou 4 mois, parce qu'il y a une capsule qui s'est créée, et autour de cette capsule, on peut injecter de la graisse de façon assez efficace.
Lorsque on n'a pas assez de peau, il faut la remplacer. Alors, soit on l'amène de nouveau par cette fois-ci la peau du ventre et la graisse, et là c'est encore le DIEP qui joue. On peut l'amener en utilisant la peau thoracique qui correspond là où vous êtes à plat, en essayant de faire une expansion, une sorte de ballon qu'on va mettre à l'intérieur, gonfler tous les 15 jours pour redonner la peau qui manquait, et là revenir aux moyens de reconstruction que j'ai déjà cités, ou apporter de la peau de nouveau d'ailleurs, mais cette fois-ci pas du ventre, du dos, avec le grand dorsal. Effectivement, comme l'a dit bien Benjamin, le grand dorsal n'est pas une technique qui doit être, c'est une technique très fiable et qui peut être utilisée avec moins de muscles et qu'on peut utiliser pour reconstruire l'étui cutané et aussi le volume en mettant soit une prothèse, soit un lambeau, soit de la graisse dedans. Voilà en gros ce que je pourrais dire si c'était à des étudiants de première année. Merci. Benjamin, c'est quoi le lipofilling? Alors, l'hypofilling, c'est le fait de prendre de la graisse de la patiente et de l'injecter au niveau du sein. Souvent, en consultation, on a le mari, la mère, la sœur qui se propose d'être donneuse de graisse. Ça ne fonctionne pas, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut injecter que la graisse de la patiente, donc il faut que la patiente ait des réserves de graisse au niveau du sein. Et c'est une technique qui a complètement transformé les résultats de reconstruction mammaire et qui a permis aussi d'aller beaucoup plus loin et d'éviter parfois des techniques de lambeaux parce qu'on va préparer la paroi thoracique avec de la graisse. Comment ça se passe? L'intervention se fait sur anesthésie générale dans la plupart des cas. On va prendre de la graisse par liposuction et des canules de liposuction comme on fait en chirurgie esthétique. Cette graisse va être prélevée au niveau de la culotte de cheval, au niveau de l'abdomen, au niveau des cuisses, en fonction de l'anatomie de la patiente. Et ensuite, cette graisse va être préparée. Soit on va la laisser décanter, soit on va la centrifuger pour séparer le sérum de la graisse. La graisse ensuite pure va être réinjectée par des petites canules qui font 1 mm. C'est-à-dire que l'incision au niveau du sein fait 1 mm. Au niveau du prélèvement, c'est des canules qui font 3 mm, donc c'est vraiment tout petit. Et au niveau du sein, c'est des incisions qui font 1 mm, donc quasiment invisibles à l'œil nu. Et on va injecter cette graisse dans les tissus receveurs. Ça peut être un lambeau, ça peut être le muscle pectoral, ça peut être la peau. Et cette graisse injectée, ça aussi c'est une question qu'on me pose souvent, et on me dit, est-ce qu'elle va disparaître? Alors en fait, elle va pas complètement disparaître, mais il y a une partie qui va se résorber en fonction de la qualité de la graisse et la qualité des tissus receveurs. Ça peut être entre 10 et 40%. Mais ce qui va rester à vie. Donc c'est aussi c'est une fausse rumeur qu'on entend souvent de dire que la graisse ça tient pas. La graisse, quand c'est fait correctement et c'est injecté correctement, ça tient et ça tient à vie. Et ça va évoluer en fonction des variations pondérales de la patiente. Et donc, on va utiliser la graisse soit pour construire tout un sein. On va injecter plusieurs fois entre 1 et 5 séances d'injection pour reconstruire tout le sein. Ça peut être aussi pour améliorer une reconstruction par prothèse, en particulier reconstruction quand on met la prothèse devant le muscle. C'est-à-dire que la prothèse peut être un peu visible, on peut voir des plis de la prothèse. Et ben, on va injecter de la graisse entre la prothèse et la peau pour épaissir les tissus et pour que la prothèse soit moins visible. Donc c'est quasiment systématique à chaque reconstruction mammaire. Ça peut être fait quand on veut. C'est-à-dire que si on ne veut pas faire de l'hypofilling tout de suite et qu'on veut attendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, il n'y a pas de perte de chance. Donc c'est vraiment la patiente qui a les cartes en main et qui prend en main l'agenda de sa reconstruction. Mais c'est une étape qui est quasiment inévitable et qui vraiment sublime le résultat de la reconstruction mammaire. Est-ce que je peux suggérer une question? Bien sûr, on a une question d'une participante au Vas-y. live. Je me suis fait opérer, dit-elle, il y a de nombreuses années, d'une reconstruction du sein, dans un centre expert. Et mes seins sont très différents maintenant parce que j'ai 10 ans sont passés et j'ai 3 enfants. Et c'est le problème des vieillissements des reconstructions. Et ça, c'est constant. Et donc la dame dit, est-ce que je peux venir voir l'un d'entre vous pour venir reprendre ma reconstruction? Et la réponse est bien sûr que oui, parce qu'en fait, on dit à toutes nos patientes, sauf quand on utilise une reconstruction autologue, c'est-à-dire uniquement vos propres tissus, en particulier un diable, si vous avez un sein qu'on appelle hybride
un peu de lipofilling prothèse ou un sein prothèse seul, évidemment, il ne va pas vivre de la même façon que l'autre. Donc, on dit à nos patientes que, en fonction de leur variation de poids, des événements de la vie de la femme, mais en particulier de la grossesse et de l'allaitement, les deux seins vivront différemment et il est très très facile de reprendre une reconstruction des années après pour l'améliorer. On a ici une consultation à l'Institut du sein qui est spécifique pour ça, vieillissement des reconstructions. Michael, tu avais une question. Isabelle, tu avais levé la main. Dans cet ordre. Alors, c'est pas une question, mais enfin, c'est une réflexion. J'ai 3 grands chirurgiens cancérologues. On parle beaucoup de la reconstruction et des moyens de reconstruction, mais on oublie l'impact de la qualité de mastectomie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que de la façon de faire la mastectomie, que ce soit en secondaire, mais surtout en immédiate, est-ce que ça a un impact sur, pour vous, moi je pense que oui, sur la qualité de la reconstruction? Bah, la réponse est bien sûr, ça a un impact et ça peut avoir un impact de 2 façons. La première façon, mais je pense que ça n'existe plus, en tout cas dans les centres experts ça n'existe plus, c'est qu'on a enlevé trop de peau. Donc nous on voit des patientes qui viennent parfois de loin, souvent de l'étranger, et on a enlevé tellement de peau, tellement de peau, tellement de peau. En fait là on ne peut plus rien mettre. Donc l'ablation de trop de peau au moment de la mastectomie impacte la reconstruction. Je répète, si vous êtes prise en charge dans un centre expert en cancérologie, ça peut probablement pas se produire. Et puis le deuxième élément, c'est la façon dont la mastectomie a été faite. Est-ce qu'on a fait une mastectomie qui laisse des plis, des bourrelets, des bosses partout? Malheureusement, ça se voit encore souvent. Ou est-ce qu'on a fait une mastectomie lisse, c'est-à-dire à plat? Et c'est sur cette partie-là qu'on insiste, hein, on forme tous autant qu'on est. Là, les 4 acteurs que vous avez devant vous, on est formateurs, on est enseignants de la chirurgie du sein. On a des gens qui viennent du monde entier dans nos 3 équipes, puisqu'on représente 3 équipes ici. Et on leur dit tous, les chirurgiens sénologues, attention, vous devez laisser un thorax plat. Vous ne laissez pas un thorax avec des vallées et des bosses. Parce que ça, c'est très compliqué à reconstruire. Alors évidemment, on peut, hein, mais c'est très compliqué. Donc pour répondre à la question de Michael, la façon de faire la mastectomie impacte la reconstruction. Isabelle. Alors moi, je voudrais vous parler de questions de patientes. Donc là, on me dépose des questions de patientes. Il y en a quelques-unes qui reviennent régulièrement. Certains, je vous parle d'une question qui me revient régulièrement en consultation, par exemple. Est-ce qu'il y a des prothèses de nouvelle génération? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une évolution dans la qualité ou dans la forme des prothèses dans les 15 dernières années? Benjamin? Alors, effectivement, c'est une question qui revient très, très souvent en consultation. Et ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, globalement, et comme toute évolution de tous les matériaux dans n'importe quelle spécialité, bien évidemment, les prothèses qu'on a aujourd'hui sont de bien meilleure qualité que les prothèses d'il y a 20 ans. Donc, on est sur des prothèses qui tiennent de plus en plus longtemps, qui vont avoir un résultat de plus en plus naturel, pour éviter ce dogme qu'on voit malheureusement un peu trop souvent et qui est complètement faux, qui est de se dire il faut changer de prothèse tous les 10 ans. Ça, c'est quelque chose qui est faux. C'est une légende urbaine qu'on voit écrite partout. Les patientes nous le demandent aussi. Si la prothèse va bien, il n'est pas nécessaire de les changer de façon systématique. Il y a une surveillance qui permet de voir s'il y a des signes d'usure qui arrivent et on se posera la question si les signes d'usure apparaissent. Mais le changement systématique à la date d'anniversaire tous les 10 ans, c'est terminé. En ce qui concerne l'évolution, d'abord, il faut savoir qu'il y a encore quelques années, on avait 2 types de prothèses, de remplissage de prothèses. C'était soit du sérum physiologique, c'était de l'eau, ou du gel de silicone. Les prothèses en sérum physiologique ont quasiment disparu. Aujourd'hui, c'est très difficile de s'en procurer parce qu'elles donnent un résultat esthétique qui n'était pas forcément très naturel et surtout elles se perçaient beaucoup plus vite et ce qui fait que le sein se dégonflait complètement et qu'il fallait réopérer pour récupérer un volume. Aujourd'hui, les laboratoires ont quasiment abandonné ce type de prothèse au profit des prothèses en gel de silicone qui sont aujourd'hui de 2 formes, soit une forme ronde, soit une forme anatomique en forme de goutte. Et aujourd'hui, on a des formes rondes ergonomiques qui sont des prothèses rondes et quand on les met verticales, elles récupèrent une forme de goutte. On a un dernier type de prothèse, c'est ce qu'on appelle l'expander. Ça, c'est une prothèse temporaire. Elle n'a pas visé à être mise en place de façon définitive. Elle va être là uniquement pour détendre la peau. Donc, c'est une prothèse que l'on met donc sous la peau ou sous le muscle en fonction des habitudes.
on referme, il peut y avoir un petit peu de volume, et la patiente revient un mois après en consultation voir le chirurgien pour gonfler avec de l'eau, pour détendre progressivement la peau. Et une fois que la peau a atteint le volume que l'on souhaite, on réopère pour enlever cet expandeur, pour mettre une prothèse définitive en silicone. Je voudrais insister sur un point, Isabelle, avant que tu viennes aux questions. Il y a une inquiétude totalement injustifiée sur le risque lié à des ruptures de prothèses. Cette inquiétude, elle est chez les patientes, elle est parfois chez les médecins, et y compris chez les radiologues qui surveillent ces patients. Donc moi, je fais ce métier depuis quelques décennies. Une rupture de prothèse n'engendre aucune maladie. Aucune maladie. Et si vous avez une rupture de prothèse, qui arrivera obligatoirement, parce que les prothèses, elles peuvent durer 8 ans, 10 ans, 30 ans, je change aujourd'hui des prothèses que j'ai posées il y a 30 ans, et si on les avait changées toutes les 10 ans, elles auraient été opérées 3 fois pour rien, ces femmes. Mais ces ruptures de prothèses ne donnent pas de pathologie. Et donc, si votre radiologue vous dit la prothèse est rompue, ou je crois que la prothèse est rompue, surtout, pas d'inquiétude, pas d'urgence. Une fois sur deux, le diagnostic de rupture de prothèse est faux. Donc, tout comme il y a des chirurgiens experts, il y a des radiologues experts de prothèses. Et surtout, ne vous faites pas opérer en urgence sur une suspicion de rupture. On a des patientes qui ont beaucoup de choses à faire, qui sont très occupées et qui ont une prothèse rompue depuis 6 mois, 8 mois ou 1 an. Ça n'a aucune conséquence. Donc, une patiente qui a une prothèse, il faut qu'elle sache que ça ne durera pas toute sa vie, pas plus qu'une ampoule électrique, une voiture ou qu'un ordinateur, mais que ça ne donne pas de maladie lorsque ça se rompt. Et donc, je voudrais profiter de ce live pour casser maintenant, l'idée qu'une rupture de prothèse, c'est une maladie dangereuse qui nécessite une chirurgie urgente. Toutes les prothèses se rompent, et lorsqu'elles se rompent, vous avez des mois pour la changer sans urgence. Isabelle. Alors, moi, je pose des questions de patientes. Alors, c'est une patiente qui pose une question particulière, mais je pense que ce live est fait pour ça aussi. Dans un contexte de cancer HER2, 3 croix infiltrant, j'arrive à la fin de la chimiothérapie néoadjuvante. La mastectomie arrive, on me déconseille la reconstruction immédiate. Est-ce que vous avez une solution? Krishna, peut-être? La reconstruction immédiate n'est pas liée à la biologie de la tumeur. Donc, si on déconseille la reconstruction immédiate à cette patiente, qui est certainement prise en charge par des gens très compétents, ce n'est pas parce que la tumeur surexprime HER2. C'est pour d'autres raisons que l'équipe qui la soigne doit lui exposer. Et s'il y a un doute sur cette absence de reconstruction, un deuxième avis avant la fin de la chimio est utile. Parce qu'en fait, il y a des équipes qui pratiquent très souvent la reconstruction immédiate, d'autres moins, avec des raisons qui ne sont pas toujours des raisons basées sur des connaissances médicales formelles. Donc, je répète, je ne connais pas le dossier de cette patiente, mais nous reconstruisons tous les jours, en même temps que l'ablation du sein, des patientes qui ont une tumeur HER2 3 croix. Donc, il y a quelque chose d'autre qu'on ne sait pas. Je pose une autre question qui a trait à celle-là. S'il y a une radiothérapie prévue avec l'intervention, après l'intervention, est-ce que la reconstruction immédiate est contre-indiquée? Alors, je vais répondre à ça parce que je suis personnellement peut-être à l'instigation de cette espèce de légende qui, comme les prothèses rompues sont une urgence, court depuis 30 ans. Lorsqu'à l'Institut Curie, en 1988, on a commencé à faire des reconstructions immédiates, on avait pris le cas idéal où il y avait la mastectomie et la reconstruction, aucun autre traitement, pour pouvoir mesurer le parcours de ces patientes sans interférence avec la radio et la chimio. On a montré, 1988, ça fait quand même 40 ans, je crois, un peu moins, que la reconstruction immédiate n'aggravait pas le pronostic des patientes et qu'elle était désormais intégrée dans le traitement. On avait mis de côté la radiothérapie pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec la radiothérapie. Et puis, bizarrement, en France encore, certains disent quand il y a des rayons, il ne faut pas faire de reconstruction immédiate. C'est faux. Vous pouvez tout à fait irradier, en tout cas une prothèse. Je laisserai aux experts du DIEP répondre à cette question. Mais vous pouvez tout à fait irradier une prothèse en sachant que la radiothérapie va modifier un peu les tissus autour de la prothèse, pas la prothèse elle-même, mais les tissus autour de la prothèse, en donnant une prothèse un peu plus dure, un peu plus figée, ce qu'on appelle une coque ou une rétraction.
Lorsqu'il n'y a pas de radiothérapie, le taux de coque est de 10 à 15% en reconstruction immédiate. Lorsqu'il y a une radiothérapie, le taux de coque est de 30 à 50%. On en informe les patientes. Et comme tu l'as dit, Isabelle, et comme vous l'avez dit tous les deux, mes amis, il y a de toute façon une retouche de reconstruction quelques mois plus tard. Eh bien, s'il y a eu une coque à cause de la radiothérapie, on l'assouplit. Donc, pour répondre à la question de la patiente, tout comme le HER2 surexprimé n'est pas une contre-indication à la reconstruction immédiate, la radiothérapie post-opératoire n'est pas en soi une contre-indication. Je peux faire un commentaire là-dessus. Bien sûr. Sur les prothèses et radiations, il a été montré que finalement, le devenir de ces prothèses, il n'y avait pas d'échec comme on pouvait l'imaginer à 50%. Et surtout, si on a comparé le ballon ou la prothèse résistait mieux finalement à l'irradiation et C'est donnait quoi le ballon? C'est le quoi ballon, déjà? l'expandeur, L'expandeur. l'expandeur de tissulaire par rapport au résultat esthétique final. Donc en fait, oui, on peut éradier les prothèses. On n'est pas dans un cas idéal. Faut être honnête aussi là-dessus. On n'est pas dans un cas idéal. On peut le faire. L'intérêt, c'est qu'on va conserver le maximum de peau pour pouvoir donner ensuite une suite à la reconstruction après l'irradiation. Mais effectivement, on peut tout à fait le faire. Prothèse en place, c'est plus du tout un no-go pour une reconstruction. Juste pour préciser, Benjamin, d'ailleurs, en termes de résultat esthétique final, il vaut mieux choisir une reconstruction mammaire immédiate avec radiothérapie, où on va pouvoir garder la peau et l'aréole, plutôt que de dire je veux retirer mon sein et je verrai plus tard. Parce qu'on sait que le résultat esthétique d'une reconstruction mammaire immédiate est souvent meilleur qu'une reconstruction mammaire secondaire. Donc pour les patientes qui se posent la question, mince, est-ce que je risque d'avoir une coque et je me pose la question de peut-être pas faire de reconstruction, il faut savoir que en termes de résultat esthétique, même avec une coque, on arrivera toujours à rattraper les choses et que le résultat esthétique sera bien meilleur que si on fait une reconstruction mammaire secondaire. donc pour conclure cette question de radiothérapie, je pense que Michael a eu le bon mot. Ce n'est pas la solution idéale, mais ce n'est pas une contre-indication. Et Benjamin conclut, et s'il y a une coque, et on a vu que c'était 30 à 50% des cas, donc coque égale prothèse plus figée, plus dure, on peut toujours améliorer la coque dans un deuxième temps. Donc l'idée de rester à plat pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, à cause de la radiothérapie, n'est pas aujourd'hui le dogme. Maintenant, si en plus de la radiothérapie, il y a d'autres facteurs de risque de complications de la reconstruction, vous allez ajouter la radiothérapie aux autres facteurs de risque, en particulier le tabagisme, l'obésité et j'en passe. Et là, on va vous dire non, pour vous, on va sur un chemin extrêmement savonneux. Mais la radiothérapie seule n'est pas une contre-indication. J'ai une question d'une patiente, mais Isabelle, je vois que tu en as d'autres. Alors, concernant la méthode de lipofilling exclusif pour reconstruire, quelle quantité de graisse transférez-vous à minima pour amortir l'intervention? Isabelle, on va te laisser répondre à cette question parce que tu as une consultation de lipofilling exclusif. Alors, le lipofilling exclusif, c'est intéressant quand il y a une adéquation entre la taille du sein à reconstruire et la quantité de graisse disponible. Donc, il y a une espèce de première consultation à faire où il doit être dit, premièrement, est-ce que votre peau a l'air distensible? Le lipofilling exclusif s'adresse à des peaux qui vont pouvoir bouger au fur et à mesure qu'on les injecte. Si la peau est trop rigide, ça ne va pas être possible. Donc il y a un examen local du thorax pour voir si le lipofilling est possible, et ensuite un examen de l'ensemble de la silhouette où on calcule, on regarde, voilà, là sur les hanches, je vais pouvoir prélever à peu près 300, 400, je vais pouvoir prélever tant sur les cuisses, tant sur la face interne, tant sur le ventre, tant sur les bras, peu importe, on définit avec la patiente la quantité de graisse dont on pourra disposer. Ensuite, on va évaluer le nombre d'interventions nécessaires. Parce que la technique de lipofilling a cette particularité qu'on ne peut pas injecter autant qu'on veut. Chaque cellule, chaque petit lobule de graisse qui est injecté doit être au contact d'une graisse qui est préexistante dans le sein et qui va le nourrir. Donc si on injecte une grosse boule de graisse
au centre du sein, ça ne va pas marcher. Ça va marcher sur la table d'opération parce que ça va donner du volume. Mais en pratique, ça ne va pas marcher parce que la graisse ne va pas être vascularisée. Les cellules de graisse qu'on greffe, elles doivent être vascularisées dans les heures qui suivent. Et donc, il faut qu'elles soient au contact de cellules vivantes. Donc, on va dire à la patiente, voilà, éventuellement, vous avez une paroi thoracique qui se prête au lipofilling exclusif. Vous avez un volume de sein qui rend réaliste le lipofilling exclusif. En gros, ça va souvent jusqu'à un bonnet C. L'autre sein, soit il est compatible avec ça, soit on peut le réduire pour arriver à cette taille-là. Et ensuite, on va évaluer le nombre de sessions nécessaires, puisque chaque intervention ne peut pas suffire à refaire un sein. Les 2 premières interventions vont pas énormément faire bouger le résultat quand on part d'un thorax plat, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on double à peu près l'épaisseur. Donc quand on part de 5 mm, on va passer à 1 cm, puis quand on passe de 1 cm, on va passer à 2 cm de projection, donc ça va aller comme ça. Et chaque séance de lipofilling est une petite intervention. Ça se fait en ambulatoire, la personne rentre le matin, l'intervention va durer environ 1 heure, puis la patiente va sortir le soir et l'arrêt de travail ou l'arrêt d'activité est pas très important après. Et donc, c'est facile de cumuler comme ça des petites interventions. Chaque intervention doit être distante de la précédente, je dirais d'un minimum de 2 mois. Et il n'y a pas de maximum, c'est-à-dire qu'on peut faire un lipofilling, puis attendre 6 mois, puis faire un autre lipofilling. Et on va évaluer le nombre de sessions nécessaires et on va donner une fourchette parce que ça va dépendre de la façon dont la peau s'amplifie, c'est-à-dire s'expand en fonction de l'injection. Je dirais qu'on ne fait pas de reconstruction par lipofilling exclusif en moins de 3 séances et que la grosse moyenne se situe entre 4 et 5 séances de lipofilling, voire 6. Et d'autre part, moi je préviens chaque patiente que on peut changer d'avis en cours de route. C'est-à-dire que quand on a obtenu une épaisseur comme ça de graisse et de tissu mou sur le thorax, si on met une petite prothèse derrière, on va avoir ce qu'on appelle une reconstruction composite, c'est-à-dire moitié prothèse, moitié lipofilling. Et puis, il sera toujours temps, 1 an, 2 ans après, ou même 15 ans après, à l'occasion d'un changement de prothèse, de mettre une encore plus petite prothèse et de rajouter du lipofilling ou de passer en lipofilling exclusif. Donc, je crois c'est une filière qui est extrêmement enthousiasmante parce qu'in fine, on arrive à un sein où on n'a pas rajouté de cicatrice, qui est complètement souple, complètement mou et qui vieillit avec la personne, c'est-à-dire si on grossit, le sein grossit, si on maigrit, le sein grossit, et que ça s'adresse à des personnes qui sont soit très déterminées, soit souples, c'est-à-dire on part sur un lipofilling, on se dit qu'on fait 2 séances, puis qu'on fait le point. Et à ce moment-là, on dit, ah bah tiens, on va continuer sur l'hypofilling exclusif ou on va faire l'hypofilling plus prothèse. L'hypofilling, évidemment, ça fait rêver. On a tellement de femmes qui nous disent, moi je voudrais avoir un sein reconstruit à la graisse seule. Je vais vous poser une question à tous les 3 et vous allez me répondre par un chiffre. Quel est le pourcentage de vos reconstructions qui est fait par l'hypofilling exclusif, sans lambeaux, sans prothèse? Benjamin? 5%. Combien? 5. 5. Michael? 10. Isabelle? 10. Moi, je les adresse toutes à Isabelle, donc je les transfère. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'Isabelle vient de dire, c'est un chemin de plusieurs interventions. Donc vous voyez, l'idée par exemple que Michael et Benjamin évoquaient d'une patiente qui arrive en consultation et qui dit « je sais ce que je veux ça », en fait, par exemple, l'hypofilling exclusif, dans les équipes hyper expertes qui sont devant vous, c'est 5 à 10% de nos reconstructions. Max. Michael, j'ai une patiente qui dit « j'ai eu une reconstruction et depuis j'ai des douleurs ». Elle ne dit pas s'il y a eu de la radiothérapie et elle dit finalement les douleurs, ça me gêne plus que la mastectomie. On sait que, en particulier quand il y a des coques, mais pas seulement,
il peut y avoir des douleurs, mais aussi que ces douleurs, elles existent en cas de mastectomie et sans Ouais. reconstruction, ce qu'on appelle des douleurs neurogènes. Comment tu gères ça quand tu as une patiente qui vient te voir avec une reconstruction qui te dit, bah, voilà, j'ai été opéré à tel endroit et puis vraiment, je leur en veux parce que j'ai mal. C'est quoi le chemin pour améliorer le parcours de cette femme? Alors, j'ai remarqué que ces syndromes douloureux, même avec des reconstructions plutôt jolies, c'était parfois des douleurs diffuses ou parfois des douleurs latérales qui étaient plus liées à des douleurs neurogènes et voilà. Alors, objectivement, il y a une part parce que la gêne n'est pas systématisée. C'est pas j'ai mal quand je lève le bras, etc. Mais globalement, ce que je remarque, c'est que les reconstructions rétropectorales un peu vieilles, où il y a la rétraction, je vois que c'est lié à l'animation du muscle, très souvent. Et pour moi, je propose souvent la conversion de la loge rétropectorale à prépectorale en remettant le muscle en place et en rajoutant de la graisse pour augmenter la couverture de l'implant. Parfois, les prothèses sont trop grosses parce que voilà, le temps a passé et que la graisse ou ce qu'il en restait c'est complètement élimé. Donc je pense que euh, pour arriver déjà à un diagnostic, premièrement, moi je fais souvent des IRM pour vérifier s'il n'y a pas une rupture, il peut avoir des siliconomes, s'il peut avoir des choses comme ça. Deuxième chose, à l'examen clinique, quand je leur fais contracter, parfois elles ressentent cette douleur liée au muscle. Et puis, très volontiers, on change la loge quand ce sont des implants. Et on va aller au bout de cette démarche quand la patiente dit, bah, en fait, j'aurais préféré pas me faire reconstruire et que ça, c'est quelque chose de très lourd. Et je pense qu'il faut écouter les patients, ne pas hésiter à convertir, soit en prothèse lambeau, prothèse lipofilling exclusif, mais proposer quelque chose. Et les raisons, pour moi, c'est les prothèses trop importantes par rapport à l'étui cutané, soit le muscle, soit des problèmes de nerfs latéraux sensitifs qui peuvent être embêtants. Parfois, je fais des points de xylocaïne pour tester ces petits nerfs et on voit, on peut neurolyser ces nerfs de temps en temps. Voilà. En fait, le message, c'est si vous avez des douleurs chroniques, là encore, il faut consulter des équipes spécialisées. Pourquoi? Parce que ces douleurs chroniques, elles peuvent lier à la reconstruction, mais elles peuvent être liées à la mastectomie. Hein. On sait que les Bien mastectomies, sûr. dans 30% des cas, donnent des douleurs. Et ces équipes spécialisées, elles sont associées à des équipes d'algologues, c'est-à-dire des médecins spécialisés dans la douleur. Donc, tout comme lorsque vous avez une reconstruction qui est faite, ou plusieurs années plus tard, vous n'êtes pas satisfaite, une reprise est possible. Dans la situation d'une mastectomie avec une reconstruction douloureuse, ne restez pas avec les douleurs. C'est parfois compliqué de mettre en place la partie chirurgicale et la partie algologique, mais les équipes entraînées ont ça et sont là pour vous aider. Il est 17 heures. Je voulais remercier Benjamin Sarfati, le professeur Michael Atlan, mon associé Isabelle Sarfati et toute l'équipe qui a permis de débuter ce live. Ce live, c'est un marathon de questions et on compte sur vous pour continuer à abreuver les autres, hein, qu'il n'y en ait pas que pour nous. Et je passe la parole au groupe suivant, à l'équipe suivante qui arrive sur le terrain, avec en tant que modérateur le professeur Laurent Lantieri, chef de service de chirurgie plastique à l'hôpital Georges Pompidou, assisté du docteur Victor Pozzo de son équipe et de l'Institut du Saint-Paris, équipe de reconstruction restitute, le docteur Neil Loire et le docteur Isabelle Sarfati. Moi, je vais boire un coca. Je vous remercie. Je laisse la parole à Isabelle qui va présenter Laurent et on se retrouve dans 3 heures.